En pensant à l'histoire de l'Amérique centrale, les premiers noms qui viennent à l'esprit sont souvent les Aztèques et les Mayas. Alors que les Mayas restent à ce jour l'une des influences culturelles les plus fortes du Mexique ancien. Les conquistadors espagnols ont débarqué dans le Nouveau Monde longtemps après leur disparition, leur culture subsistant dans de petites poches des anciennes terres de leur empire. Tout aussi influents dans l'histoire de l'Amérique centrale furent les Aztèques, l'un des groupes les plus grands et les plus puissants que le monde ait jamais connus. Lorsque les conquistadors sont arrivés pour la première fois parmi les terres et les peuples de l'empire aztèque, ils se sont retrouvés face à un immense empire riche à la fois en ressources et en population. Leurs rituels envers les dieux ont choqué les conquistadors et leurs villes, vêtements et terres étaient sans égal à tout ce qu'ils avaient vu. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'ascension, du règne et de la chute éventuelle de l'empire aztèque en examinant les personnages clés, ceux qui l'ont fait naître et ceux qui finiraient tiédés par tout perdre face à la menace européenne imminente. Nous allons découvrir les guerres, la mythologie, les modes de vie et la culture en remontant des centaines d'années en arrière, à l'époque des Aztèques, pour comprendre ce que cela signifiait de vivre durant cette période sanglante et turbulente de l'histoire humaine. Les Aztèques sont nés d'une terre aussi incertaine que celle dans laquelle ils seraient plongés à l'arrivée des Espagnols. Dans la vallée de Mexico, reconnue pour ses paysages de forêts tropicales, lacs, rivières et plaines, de grands villages nommés Altepetl apparurent vers le milieu des années 1200. Les ancêtres des Aztèques, qui avaient dans l'intention de s'installer sur les rives de lacs comme Texcoco, Xochimilco et Zalcotan, étaient en les Nahuas. Ces peuples venaient des terres du nord d'Achlan, et c'est de cette région que les Aztèques tirèrent leur nom. Ils cherchaient un lieu pour fonder une nouvelle colonie. Un lieu pour profiter des terres fertiles autour des lacs et se protéger des pillards et tribus rivales. Mais ils n'eurent pas cette chance. De nombreuses tribus s'étaient déjà installées dans la région. La plus grande et la plus puissante tribu de la région était la tristement célèbre Azcapotzalco, qui finalement, en 25, permit aux premiers Aztèques de s'installer dans la vallée de Mexico. À une condition, rester sur une minuscule île au centre du lac Texcoco. C'est ici que les Aztèques fondèrent la légendaire cité de Tenochtitlan. Le mythe aztèque dit qu'un prêtre itinérant choisit cette région après avoir vu un bon présage, un aigle sur un cactus. La tribu d'Azcapotzalco exigea de ses premiers Aztèques une dîme pour rester sur l'île, comme il le faisait avec toutes les petites tribus voisines, venues comme les Aztèques chercher un lieu où s'installer. S'ils refusaient de payer, leurs voisins leur rendaient la vie très difficile. Cet arrangement a duré plus de 100 ans, jusqu'à l'Altepetl de Texcoco. Les voisins des Aztèques ont commencé à protester, ils ont défié la tribu d'Azcapotzalco qui, à son tour, a déclenché une guerre contre les rebelles. Les Aztèques se sont alliés à leurs oppresseurs et ont été récompensés pour leur loyauté. La cité-État inévitablement vaincue de Texcoco fut ajoutée à leurs terres. Les bonnes relations avec les Azcapotzalco ne durèrent pas. Le roi Tezozomoc mourut en 26, ce qui déclencha une guerre civile au sein de la tribu Azcapotzalco. Tiawa, le fils aîné du roi et héritier désigné, était soutenu par les Aztèques mais s'opposa à son frère avide de pouvoir, Maxtla. Pendant que ce conflit se déroulait, un homme nommé Itzcoatl fut nommé dirigeant des Aztèques à la suite de la mort mystérieuse de leur précédent roi. On croyait à un assassinat commis par Maxtla et ses hommes. Il forma alors la triple alliance contre Maxtla. Il obtint le soutien des Ocawa de Texcoco et des Tlacopan, une ancienne cité-État fidèle à Azcapotzalco. Avant que le tyran ne prenne le pouvoir à 27 ans, la puissance collective de la Triple Alliance entraîna la mort de Maxtla et l'unification de la vallée turbulente de Mexico. La Triple Alliance allait bientôt devenir l'Alliance aztèque, dirigée par Tenochtitlan, la cité des Aztèques. Le pouvoir serait partagé entre les rois de Texcoco et Tlacopan dans une division tripartite.
L'Empire aztèque naîtrait de l'alliance aztèque lors des premières conquêtes, alors qu'il parcourait la vallée de Mexico à la recherche de nouveaux territoires à annexer. Les Aztèques sont devenus une culture extrêmement belliqueuse, et tout au long de l'existence de l'Empire, ils étaient presque toujours engagés dans des conflits sanglants. C'était peut-être une tentative pour accroître le pouvoir et étendre les terres aztèques en Amérique centrale, où cela pouvait coïncider avec leurs croyances religieuses, exigeant un flux constant de sang pour apaiser les dieux. Quelques années après la fondation de l'Empire aztèque, ils étaient devenus une force avec laquelle il fallait compter, une véritable superpuissance régnant sur la vallée de Mexico. Veuillez noter que ce segment de la vidéo contient des sujets que certains pourraient en trouver dérangeants. La discrétion du spectateur est conseillée. Il ne fait aucun doute que nous avons tous beaucoup entendu parler de la religion aztèque au fil des années, mais dans quelle mesure la vérité a-t-elle été embellie ? Au cours de l'histoire, lorsque les puissances européennes ont conquis des peuples autochtones et assimilé leurs terres à leur empire, on observe invariablement un thème cruel, la diabolisation. Les religions existantes furent écartées au profit du christianisme et leurs pratiquants jugés comme des sauvages. Il ne fait aucun doute que cela a bien été le cas pour les Aztèques lorsqu'ils ont été pour la première fois opprimés et exterminés par les Espagnols. Mais nous savons en fait que les pratiques religieuses des Aztèques étaient bien plus extrêmes que celles observées dans d'autres cultures. Lorsque la culture aztèque se répandait en Amérique centrale, la religion jouait un rôle immense. D'immenses temples et sanctuaires étaient érigés dans les grandes villes, notamment à Tenochtitlan, où les dieux pouvaient être vénérés et comblés d'offrandes. Les principales divinités aztèques comprennent Tlaloc, le dieu de la pluie, Huitzilopochtli, le dieu du soleil, Quetzalcoatl, le dieu de l'ordre, et Tezcatlipoca, le dieu de la fortune. Et tous faisaient l'objet de grandes offrandes, de cérémonies et de services. Ce n'étaient en aucun cas les seules figures importantes de la mythologie aztèque, et presque tous les aspects importants de la vie aztèque étaient attribués à une divinité. Le feu, la lune, les étoiles, l'obscurité, la mort, la peste, le vent et la terre, parmi tant d'autres, au centre de Tenochtitlan se trouvait le colossal Templo Mayor, une grande pyramide à double sommet où se tenaient les cérémonies les plus infâmes. Les Aztèques croyaient que la vie et la mort étaient étroitement liées l'une à l'autre. Sans la mort, il ne pouvait pas y avoir de vie, et vice-versa. La vie et la mort devaient rester en équilibre. Si les Aztèques et leur mode de vie devaient en prospérer, c'était donc à eux d'en assurer la survie. Les dieux exigeaient du sang humain, pour que la vie et la mort restent en équilibre et que le soleil ne s'effondre pas dans l'oubli. Cela a conduit à l'idée que les sacrifices humains étaient le moyen le plus puissant d'apaiser les dieux, et ils étaient réalisés en grand nombre, au Templo Mayor. Pour trouver les dieux, leur subsistance tant nécessaire, les Aztèques devaient se tourner vers les terres voisines de leur empire, où des tribus moins puissantes vivaient dans les forêts et sur les rives des lacs de ce qui deviendrait un jour le Mexique. Une grande partie de la raison pour laquelle les Aztèques sont dépeints comme un peuple brutal et belliqueux tient à ces raids, où les guerriers parcouraient les terres environnantes, à la recherche de villages de captifs. Les inaptes à l'esclavage étaient sacrifiés, et les terres restantes ont dû être soumises à la domination aztèque. Rien qu'en 87, les historiens estiment que jusqu'à 80 000 personnes ont été utilisées comme sacrifices aux dieux par l'Empire aztèque. De nombreux sacrifices étaient tués au nom de Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre. Un prêtre réalisait le spectacle devant une immense foule rassemblée au pied du Templo Mayor, paré de plumes élaborées, de costumes et de décorations. Il choisissait une victime parmi ce qui était en fait une longue file de sacrifices, la plaçant sur une dalle sacrificielle sur le dos. Après une prière ou quelques mots, le prêtre coupait dans le bas-ventre de la victime avec une lame d'obsidienne tranchante avant d'atteindre la blessure de la victime qui se débattait pour en extraire sa proie.
Le cœur était de retiré du sacrifice encore battant, puis le prêtre le levait vers le ciel en offrande à Huitzilopochtli. Les sacrifices étaient tués pour honorer divers dieux, certains étant tués selon différentes méthodes. Les captifs, dont certains étaient de jeunes enfants, étaient brûlés, torturés, démembrés et, dans certains cas, mangés. Bien sûr, toutes les interactions religieuses n'aboutissaient mais pas ainsi. L'Empire aztèque, au moment où le XVIe siècle arriva, comptait environ 6 millions d'habitants qui vénéraient toutes leurs divinités à leur manière chaque jour. Des temples étaient installés dans la plupart des villages afin de se rapprocher des dieux du panthéon aztèque et beaucoup de gens les utilisaient chaque jour. Les offrandes non violentes comprenaient des bijoux, des masques, des figurines sculptées, de la nourriture et des ressources comme le cacao et le tabac. L'une des principales créations associées à l'Empire aztèque est l'utilisation d'un calendrier pratique. 160 jours portaient des noms issus d'un système de numérotation. Alors que 5 jours restaient sans nom, l'année rituelle était également divisée en un calendrier de 260 jours. Les 5 jours sans nom étaient considérés comme de mauvais présages, et c'est pendant ces jours-là qu'on pensait qu'un grand nombre de sacrifices étaient offerts pour contrer la malchance. Le calendrier aztèque était basé sur l'étude des étoiles et s'inspirait du calendrier maya qui l'avait précédé. Les Aztèques ont consigné ces informations sur des pierres du soleil, des cercles de pierre finement sculptés qui leur permettaient de suivre et de lire le calendrier. Les Aztèques ont bâti de vastes villes pour loger leurs citoyens. Calcaire, roches et briques d'adobe étaient assemblés pour construire des structures grandioses comme les temples du soleil ou modestes comme les maisons. Ces matériaux étaient souvent accompagnés de boue, de bois et de sable et comportaient un toit plat en chaume. Les bâtiments étaient souvent peints de couleurs claires et ornés de motifs vifs sur les avant-toits et encadrements. La plupart des maisons aztèques comportaient une cour au centre du bâtiment, mais étaient limitées à un seul étage pour ceux qui n'étaient pas considérés comme des nobles ou faisant partie de l'élite sociale. Il est important de noter que les Aztèques n'avaient pas accès à deux des métaux qui étaient des éléments de base dans les sociétés européennes et asiatiques, le fer et le bronze. Cela signifiait qu'ils devaient s'adapter aux matériaux dont ils disposaient, qui, dans leur cas, étaient le cuivre et différents types de pierres. Au début, de simples lames d'obsidienne ou de silex étaient fabriquées, capables de défendre efficacement un guerrier tout en infligeant de sérieux dégâts à son adversaire, même si elles n'étaient pas aussi durables que les armes en fer. Ils ont vu les Aztèques s'étendre et conquérir des millions de personnes sur de nouveaux territoires. Avec l'évolution de la guerre et l'apparition de nouvelles technologies, de nombreux guerriers aztèques utilisaient un macuahuitl, une massue en bois ornée de segments tranchants d'obsidienne ou de verre volcanique. Le macuahuitl était un instrument conçu dans l'intention de neutraliser un ennemi sans le tuer, permettant ainsi de le capturer de manière fiable et d'en faire un sacrifice potentiel. Les soldats les plus élites de l'armée aztèque allaient devenir connus sous le nom de guerriers jaguars, portant des maguahuitl, des boucliers colorés ornés de plumes et un costume élaboré qui ressemblait au corps d'un jaguar. Les pumas et les aigles étaient également vénérés de cette manière, avec différentes classes de guerriers d'élite se déguisant en eux lors des batailles et des raids. Les Aztèques étaient une société qui valorisait autant le progrès scientifique et technologique que leurs pratiques religieuses répandues. L'éducation était accessible à tous les enfants aztèques. L'un des premiers exemples de cela dans l'histoire, l'éducation comprenait les mathématiques, la religion et, pour les garçons, une formation militaire de base pour les préparer à une vie de guerrier potentiel en dehors de l'école. Les ingénieurs et chercheurs aztèques ont pu progresser dans le domaine de la médecine, créant des potions à partir d'herbes sauvages qui pouvaient être utilisées pour traiter diverses maladies. Les guérisseurs aztèques soignaient notamment les spasmes musculaires, l'insomnie, l'épilepsie et d'autres affections.
De nouveaux systèmes de numérotation ont aidé la couronne et le gouvernement aztèque à collecter des impôts, tandis qu'un réseau de canoës facilitait le commerce sur les lacs de la vallée de Mexico. Les Aztèques se paraient également de bijoux, de vêtements et de coiffes aux motifs complexes. Différents vêtements étaient apportés par les membres des différentes castes de la société aztèque, les articles les plus voyants étant réservés aux citoyens de plus haut rang. Le coton, les plumes et les couleurs vives étaient réservés aux classes les plus puissantes, qui pouvaient décorer leurs robes, manteaux ou tuniques avec les plumes d'oiseaux tropicaux, comme les perroquets et les quetzals. La plupart des femmes portaient un chemisier et une jupe, tandis que de nombreux hommes portaient des tuniques semblables à des toges ou de simples ceintures. Ils pouvaient s'enrouler à la taille pour une certaine couverture. Des bijoux découverts sur les terres aztèques permettaient d'afficher sa richesse ou de se décorer. Des bouchons d'oreilles faits de turquoise, d'obsidienne, d'or et de cuivre, entre autres matériaux, auraient été ajoutés aux lobes d'oreilles étirés. Alors que les colliers ornés de coquillages, de pierres, de plumes et de restes d'animaux étaient reportés par les citoyens de haut rang, seuls les prêtres les plus vénérés et la royauté étaient autorisés à porter des coiffes représentant des figures mythologiques ou la faune locale. Les dirigeants aztèques pouvaient porter des coiffes vert vif faites des longues plumes de queue de quetzal. Avec une base en or finement sculptée formant une structure semblable à une couronne au centre, l'agriculture aztèque était également impressionnante. Les agriculteurs aztèques utilisaient la technique des chinampas, permettant de diviser la campagne fertile en segments rectangulaires. Irrigués par l'introduction de canaux reliant les champs au lac, des îles artificielles pouvaient être créées sur les marécages afin de maximiser l'efficacité des terres. Des outils agricoles en métal étaient conçus pour récolter, semer et entretenir les cultures. À bien des égards, la société aztèque était aussi avancée que celle des Européens, qui finiraient par les envahir. Le plus accompli des rois aztèques, et peut-être la figure historique la plus célèbre associée à l'Empire aztèque, était Moctezuma Ier, le successeur de son oncle, le susmentionné Itzcoatl, lorsqu'il mourut en 40, car de nombreux documents historiques de l'époque de Moctezuma ont été détruits par les envahisseurs espagnols. Beaucoup d'aspects de sa vie restent inconnus, mais des éléments clés ont été découverts grâce aux ressources préservées. On pense qu'il vivait dans un palais plutôt modeste, où il a eu plusieurs enfants de différentes épouses, dont certains allaient en finir par occuper les rôles de ses princes. À Tenochtitlan, d'après tous les témoignages, Moctezuma était considéré comme un homme très intelligent, qui passait de longues périodes de son règne à planifier comment améliorer son empire. Il supervisa de nombreux projets d'ingénierie importants durant son règne, le plus réussi étant la construction d'un immense aqueduc double pour fournir aux habitants de Tenochtitlan de l'eau douce provenant des lacs environnants. Nourrir ses citoyens semblait être une grande priorité, car beaucoup de ces réformes étaient centrées sur l'efficacité des Aztèques. Des terres agricoles et des experts en agriculture furent envoyés dans les campagnes pour améliorer le rendement des cultures dans les fermes voisines, et des méthodes de prévention des inondations furent mises en place pour les périodes où le niveau de l'eau devenait trop élevé. Il a également introduit un certain nombre de lois controversées. Montezuma a imposé des limites sur la quantité de biens de luxe que certains citoyens pouvaient posséder, créant ainsi une grande division sociale. Des lois ont été introduites pour déterminer ce que certaines classes pouvaient apporter et comment elles pouvaient en parler, criminalisant ceux qui ne respectaient pas ces règles. Les sacrifices humains ont explosé sous le règne de Montezuma, alors que lui et son demi-frère Tlacael ont introduit de nouveaux temples et de nouvelles pratiques religieuses. Ces armées sont presque toujours à l'affût de nouvelles terres à conquérir, particulièrement en période de famine, lorsque certaines tribus étaient dominées afin d'obtenir leur nourriture et leurs ressources agricoles. Moctezuma Ier est décédé de cause inconnue à 69 ans et a tout légué à son fils Axayacatl, au grand désarroi de ses autres enfants royaux. Comparativement, on sait peu de choses sur le règne d'Axayacatl,
mais il est associé à l'introduction généralisée des calendriers de la pierre du soleil et à la poursuite des campagnes militaires. Il est resté 12 ans sur le trône, menant la plupart du temps des campagnes contre Tlatelolco et les tribus de la vallée de Toluca. Il a été vaincu en s'attaquant aux Tarasques, plus forts que lui. C'était la seule défaite militaire des Aztèques jusqu'à ce moment-là, ce qui a conduit à ce qu'Axayacatl soit perçu comme faible par la population aztèque. Il mourut en 81, remplacé par Tézoc, petit-fils de Moctezuma. Tizoc ne régna que pendant 5 ans, période durant laquelle il entreprit des rénovations du Templo Mayor, tout en réprimant une rébellion de ses sujets annexés dans la vallée de Toluca. Lui et son successeur éventuel, Ahuizotl, après l'empoisonnement fatal de Tézoc en 86, seraient par la suite reconnus comme des conquérants couronnés de succès. Ahuizotl, en particulier Ahuizotl, réprima les rébellions et doubla la taille des frontières aztèques par la conquête, anéantissant complètement les civilisations mixtèques et zapotèques. Sous son règne, il mourut en 02 lorsque le dernier empereur aztèque, Moctezuma II, allait jouer son rôle. Moctezuma II serait tristement célèbre comme l'homme qui perdit tout, y compris des centaines d'années d'histoire aztèque au profit des Espagnols. De plus, au moment où les conquistadors arrivèrent pour la première fois dans ce qui deviendrait plus tard le Mexique, il n'était pas dans une position particulièrement favorable. Parmi ses premières actions, Moctezuma II fit exécuter plusieurs personnes. Une pléthore de conseillers de haut rang qui s'étaient révélés très efficaces tout au long du règne d'Ahuizotl, les remplaçant par son propre nouveau gouvernement. Cette décision précipitée a irrité les classes supérieures, qui n'avaient un peu plus de raison de soutenir un gouvernement pouvant les tuer sur un caprice. Moctezuma II a aussi supprimé le système de classes reliant les masses modestes à l'élite riche, ce qui signifiait que les familles pauvres n'étaient plus capables de gravir les échelons pour devenir nobles. Le soutien envers lui diminuait dans toutes les castes de la société aztèque, le laissant avec très peu d'appui à l'approche du début de la fin. En 1519, Hernán Cortés arriverait sur la péninsule du Yucatan, plus tard cette année-là, un conquistador rebelle. Il avait sciemment ignoré les ordres du gouverneur de Cuba de se retirer et était parti en mer chercher fortune et richesse sur de nouvelles terres. Leur conquête de villages autour de la côte et du Mexique allait finalement les amener à se retrouver face à face avec les gouverneurs aztèques qui étaient postés dans les États précédemment conquis par l'Empire. La première rencontre entre le gouvernement aztèque et les Espagnols fut donc pacifique, car les gouverneurs organisèrent une rencontre entre Moctezuma II et Hernán Cortés. Cortés arriva finalement à Tenochtitlan à la fin de l'année 19. Où ils purent admirer la splendeur de l'architecture et de la technologie aztèque. Ils s'émerveillèrent devant les jardins, les palais et les grands temples de la société aztèque et remarquèrent leurs pratiques de sacrifices humains. Au début, ils étaient véritablement émerveillés par le spectacle qui s'offrait à eux, mais ces plaisirs ne devaient pas durer. Moctezuma II fut prompt à accueillir Hernán Cortés dans sa ville, désireux d'établir des relations agréables entre les deux. Il donna à Cortés des objets en métaux précieux, qui furent ensuite fondus pour en tirer profit. Au fil du temps, Cortés devint paranoïaque à l'idée que Moctezuma et les Aztèques l'attaqueraient, lui et ses hommes, s'ils restèrent dans la ville. Ainsi Cortés fit placer le roi en résidence surveillée. Cela empêcha Moctezuma de donner des ordres à son peuple, mais provoqua de l'agitation parmi la population aztèque face à leurs nouveaux oppresseurs espagnols. Suite à cela, les forces espagnoles à Cuba avaient ordonné à une unité d'hommes d'arrêter Cortés pour avoir désobéi aux ordres et être parti conquérir les Aztèques sans permission. Il rencontra ces forces espagnoles sur la côte du Mexique et les vainquit, transformant la plupart de leurs hommes en ses propres soldats pour renforcer Tenochtitlan. Pendant que Moctezuma était assigné à résidence, Cortés était préoccupé sur la côte. Ses hommes avaient commencé à massacrer les nobles aztèques lors d'un festin, provoquant le mépris et la peur des Espagnols à travers tout l'Empire.
Des manifestations dans les rues, voyant les Aztèques exiger que les Espagnols quittent leur ville et libèrent leur empereur. Il y avait très peu de choses à faire tant que leur chef était prisonnier de l'ennemi. Au cœur de ce désarroi, en 1520, Moctezuma II fut tué. Différents récits affirment qu'il a été lapidé dans la rue par des soldats espagnols, ou qu'il a carrément été exécuté par eux en présence de Cortés. Après la mort de Moctezuma II, les Aztèques se sont révoltés contre les Espagnols et les ont chassés de Tenochtitlan. Bien qu'ils aient réussi à repousser Cortés et ses hommes, cela n'a été que temporaire. Le pire restait à venir. Quelques mois plus tard, en mai 21, Cortés reviendrait à Tenochtitlan, après avoir passé son temps à rallier du soutien dans les terres entourant l'Empire aztèque. Environ 200 000 hommes avaient pris les armes pour se joindre à lui. Originaire de régions autrefois annexées ou occupées. Craignant les Aztèques, beaucoup virent que Cortés possédait des armes technologiquement avancées par rapport aux Aztèques et décidèrent de miser sur lui dès le début, montrant leur loyauté en l'aidant à prendre la ville. Cortés, avec ses nouveaux alliés, assiégea la ville de Tenochtitlan pendant 93 jours, bloquant le commerce vers la ville et massacrant tous ceux qu'il pouvait atteindre. C'est au cours de ces sièges qu'un autre ennemi invisible commença à ravager les populations aztèques, la maladie. Beaucoup des conquistadors espagnols qui combattaient les forces aztèques et occupaient en Tenochtitlan depuis quelques années étaient des porteurs de la variole, une maladie non mortelle pour les Européens. Les Aztèques, cependant, n'avaient jamais rencontré ces agents pathogènes auparavant et leur corps n'était donc pas habitué à leurs effets. Il n'existait aucun remède, et ainsi les citoyens aztèques se retrouvaient à mourir en masse, sans même que les conquistadors aient à lever le petit doigt. Alors que des milliers de citoyens de Tenochtitlan mouraient, il était presque impossible d'éliminer les corps en sécurité avec les armées espagnoles à l'extérieur. En conséquence, la maladie a continué de se propager, provoquant une panique et un chaos généralisé, les Aztèques étant affaiblis et ravagés par la maladie. Les Espagnols comptaient sur leur armement avancé pour conquérir. Alors que les guerriers aztèques combattaient généralement avec des maguas, des massues et des lames d'obsidienne, les Espagnols étaient renarmés de mousquets, de canons, de piques, de lames d'acier et beaucoup combattaient à cheval, au milieu de toute la conquête. On pense que les Aztèques ont perdu des centaines de milliers de guerriers, de civils et d'enfants, alors qu'un peu moins de 2000 Espagnols seraient morts lors du conflit. Ce fut une victoire décisive pour les Européens et, en 1521, les terres de l'Empire aztèque appartenaient aux Espagnols. Tout au long du siège de Tenochtitlan et du massacre qui s'ensuivit des Aztèques, Hernán Cortés a pu regagner la faveur de la couronne espagnole. Il écrivait régulièrement des lettres au roi Charles Quint d'Espagne, l'informant de ses exploits à Tenochtitlan, tout en demandant d'être célébré comme un héros plutôt que d'être considéré comme un criminel pour ne pas avoir suivi les ordres à Cuba. Le roi accepta et lorsque l'empire aztèque fut réduit en ruine entre ses mains, Cortés reçut le titre de marquis del Valle de Oaxaca. Cela lui permit de gouverner personnellement une grande partie des terres qu'il avait conquises, jusqu'à ce qu'il prenne d'autres fonctions, réprimant les rebelles au Honduras. Il revint en Espagne dans les années 40, presque sans argent, après avoir tout dépensé pour financer d'autres expéditions dans le Nouveau Monde, où il mourut de pleurésie, une maladie des poumons, en 1547 à l'âge de 62 ans. La défaite des Aztèques, comme ce fut le cas pour de nombreuses civilisations et sociétés amérindiennes, fut une perte tragique et injuste. Les descendants des Aztèques, le peuple Nahua, vivent toujours aujourd'hui au Mexique. Aujourd'hui, nous avons perdu de précieuses connaissances, de l'histoire et des perspectives religieuses à cause de la cupidité des colonisateurs espagnols et de la destruction de villes entières. De nombreux trésors d'informations seraient aujourd'hui disponibles, non seulement sur les Aztèques, mais aussi sur les Incas, les Mapuches, les Premières Nations d'Amérique du Nord et bien d'autres.
Sans ces conquêtes et la disparition des artefacts historiques, nous n'aurions pas autant perdu de langues autochtones et de pratiques culturelles. Mais certaines de ces pratiques subsistent encore aujourd'hui. Les Nahuas aujourd'hui comptent environ 1,5 million de personnes vivant dans les zones rurales du Mexique, vivant généralement de l'agriculture ou de la vente de leur artisanat. Beaucoup de Nahuas intègrent aujourd'hui des croyances chrétiennes dans leur culte, tout en conservant certaines des pratiques et rituels moins sanglants de leurs ancêtres. Les guérisseurs traditionnels Nahuas proposent encore des remèdes à base de plantes et des cures naturelles à ceux qui en ont besoin. Certains groupes de Nahuas peuvent continuer à exécuter les danses traditionnelles de leurs ancêtres lors d'événements communautaires dont beaucoup peuvent avoir un caractère chrétien. Près de 60 communautés autochtones distinctes, dont les Nahuas ne représentent qu'une seule, existent aujourd'hui au Mexique. Aujourd'hui, certains vénèrent les anciens dieux plus que d'autres, et beaucoup choisissent de continuer à vivre comme le faisaient leurs ancêtres. Beaucoup de Nahuas continuent encore à parler la langue en déclin de leurs ancêtres aztèques. Nahual aujourd'hui, la majorité de ses locuteurs vivent dans les régions de Veracruz, Puebla, Hidalgo ou Guerrero au Mexique, avec quelques locuteurs isolés dans les zones frontalières des États-Unis. Certains dialectes du nahuatl ont été complètement éradiqués dans les années qui ont suivi la conquête initiale de Cortés. Mais beaucoup ont réussi à survivre grâce à la persévérance des Nahuas modernes qui l'ont écrit et parlé dans leur communauté et lors d'événements culturels. Malgré les difficultés qu'ils ont connues par le passé, les populations nahuas semblent stables et la culture ne risque pas de disparaître dans un avenir proche. Les Aztèques constituaient un empire complexe, notamment en raison de leurs pratiques religieuses très différentes de celles des Européens à leur arrivée. On se focalise souvent sur la violence et la culture guerrière des Aztèques. Mais cela peut fausser notre vision de ce qui était sans doute l'une des civilisations les plus développées et puissantes de toute l'Amérique précolombienne. Les Aztèques étaient de talentueux artisans, politiciens, urbanistes, artistes et guerriers. Ils ont réussi à étendre leurs frontières tout en restant en bons termes avec leurs alliés et ont même tenté d'interagir pacifiquement avec les Espagnols avant leur anéantissement prématuré. C'est pour ces raisons que les Aztèques resteront dans l'histoire comme l'une des civilisations les plus fascinantes que l'humanité ait connues à ce jour. Nous avons sans doute perdu beaucoup de connaissances sur ce peuple, mais les Nahuas subsistent et le font depuis longtemps. Puisse cela durer face à un peuple qui a tout perdu à cause du colonialisme ?